Bonjour, bonsoir à tous mes voisins et voisines du monde mondial. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la succession parce que c'est un thème, apparemment, c'est une matière que beaucoup de personnes ne comprennent pas encore. Donc, nous allons commencer l'année avec la succession et nous allons expliquer certaines choses pour que les tontons et les tantines comprennent. D'un côté, nous avons des femmes mariées, donc qu'on appelle généralement dans le quartier les voisines titulaires, qui ne comprennent pas pourquoi, après avoir passé autant d'années avec un homme, après avoir vécu autant d'années avec un homme, après avoir souffert avec un homme, et qu'à la fin, ce dernier lègue ses biens à la chisa. Donc, il y a beaucoup de voisines titulaires, donc les femmes mariées, qui ne comprennent pas, qui disent, mais ce n'est pas normal. Comment un homme marié va laisser ses biens à la chisa? Comment un homme marié va laisser les biens à l'enfant qu'il a eu à la chisa alors qu'il a épousé une femme qui avait déjà les enfants, qui a souffert, donc il ne peut même pas laisser les biens aux enfants de sa femme. D'un autre côté, nous avons aussi les tontons du quartier qui pensent que parce ils ont épousé une femme, dès que cette dernière meurt, les biens lui reviennent. Donc c'est lui qui doit tout gérer, comme les tantines aussi, les tantines titulaires. Pour elle, le fait d'avoir vécu avec un homme pendant tant d'années, dès que le tonton meurt, elles deviennent automatiquement propriétaires de tous les biens. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc nous allons commencer par le début du commencement et nous allons progresser pas à pas pour vous expliquer comment ça fonctionne en droit. En matière de droit, même si vous avez acquis un bien ensemble, à un moment donné, le partage va intervenir. C'est comme ça. N'en déplaise à certains, c'est comme ça. Donc, commençons par le début du commencement. Devant moi ici, j'ai une partie du code civil de la République gabonaise, donc deuxième partie. Nous avons dit ceci. Dans les biens, le partage des biens, la succession, il y a deux modes de transmission des biens. Il y a ce qu'on appelle la dévolution légale d'un côté et il y a de l'autre côté ce qu'on appelle les libéralités. C'est par ces deux modes-là que les biens sont transmis. Maintenant, comment interviennent ces deux modes de transmission des biens? La dévolution légale intervient lorsque le propriétaire des biens n'a pas pensé aux libéralités pendant qu'il était en vie, donc n'a pas pensé à partager ses biens quand il était en vie. Donc, c'est à ce moment-là que la dévolution légale intervient pour répartir les biens entre les différents héritiers légaux. Donc, lorsque vous vivez, vous avez des biens, et que le vôtre vivant, vous ne pensez pas à partager vos biens entre vos différents héritiers, vos enfants, votre femme et vos pères et mères, vos frères et sœurs, après votre décès, la loi intervient. C'est ce qu'on appelle la dévolution légale. À ce titre, chers voisins et voisines, l'article 646 du Code civil deuxième partie dispose que les successions sont dévolues par la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par les libéralités. Donc, en l'absence des libéralités, c'est à ce moment-là que la loi intervient pour partager vos biens une fois que vous êtes mort et enterré. Mais lorsque vous avez pensé aux libéralités, donc vous-même, vous partagez vos biens de votre vivant. Donc, dans les libéralités, nous avons deux façons de disposer de ces biens. Disposer veut dire donner ses biens, partager, faire ce qu'on veut de ses biens. Nous avons d'un côté ce qu'on appelle la donation et de l'autre côté ce qu'on appelle le testament. Donc, on va aller doucement, pas à pas. Parce que cette affaire des biens-là, avec les tantines mariées, c'est un sujet sensible. Donc, il faut aller doucement. Allez. Donc, on va expliquer. Nous avons dit que la dévolution légale est un mode
de transfert ou de transmission d'un bien ou d'un droit qui se fait d'une personne à une autre. Ça, c'est la dévolution. Donc, ce mode-là est régi par la loi. La libéralité, quant à elle, est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de toute partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. Et dans la libéralité, nous avons la donation et le testament. Maintenant, nous allons commencer par expliquer la dévolution légale. Parce que au Gabon, comme dans beaucoup de pays, nous n'avons pas la culture ou l'habitude du testament et même de la donation, donc des libéralités. Beaucoup meurent sans penser à partager leurs biens, donc par le biais de la donation ou du testament. Et dans la plupart des cas, c'est la loi qui intervient pour repartir les biens. Cette intervention du législateur est bien parce que ça permet de protéger notamment la veuve, l'orphelin et dans le moindre cas, les parents, parce que pour la plupart de nous, nos parents, quand nous on va mourir, nos parents sont déjà, beaucoup d'entre nous ont déjà perdu leur papa et leur maman, sinon un de leurs parents. Donc, les parents interviennent vraiment d'une façon, on va dire, subsidiaire, parce que même dans l'ordre des héritiers légaux, les parents viennent après le conjoint survivant. Qu'à cela ne tienne, ils font partie des héritiers légaux. Donc, dans la dévolution légale, nous avons 3 catégories d'héritiers légaux. Nous avons les descendants que la loi appelle les enfants, parce qu'ils descendent de leurs parents. Ensuite, nous avons le conjoint ou les conjoints survivants pour ceux qui sont mariés sous l'option monogamique. Donc, le conjoint ou les conjoints survivants. Enfin, nous avons les pères et mères du défunt, donc les grands-parents que la loi appelle les ascendants. À côté de ça, nous avons ce qu'on appelle les collatéraux. En droit, on dit les collatéraux, mais au quartier, on dit les frères et sœurs. Ce sont des héritiers à part entière. Pour la petite histoire, avant 2015, les collatéraux faisaient partie des héritiers légaux, mais comme ils étaient des fouteurs de troubles, ils spoliaient la veuve et l'orphelin. Donc, en 2015, le législateur gabonais intervient dans le but de mieux protéger la veuve et l'orphelin. Le législateur fait sortir les collatéraux des héritiers légaux. Donc, désormais, les frères et sœurs, donc les tontons et les tantines, ne font pas partie des héritiers légaux. Ils n'interviennent qu'à l'absence des enfants. Donc, une fois que, lorsque le défunt meurt, là, nous avons identifié les différents héritiers légaux. Lorsque soit le papa ou la maman meurt, le Code civil, deuxième partie, dit que les héritiers légaux que nous venons d'énumérer là se partagent les 3/4 de la masse successorale, parce que dans la masse successorale, nous avons 4 parts. Donc, nous avons ces 3 parts-là qu'on donne aux héritiers légaux et nous avons une part, donc une partie qui reste, qui est réservée à la dévolution familiale. Et la dévolution familiale, vous trouvez notamment les informations sur cette dévolution-là aux articles 708, 808 à 810. Continuons. Donc, chère tantine, ouvrez bien les oreilles. Parce que la partie de libéralité va vous énerver. Donc, ce qui vous protège le plus ici, c'est la dévolution légale. Lorsque votre époux meurt, lorsque tonton, je ne sais pas qui, en tout cas un tonton du quartier, tonton Kassa, meurt ou va mourir. Nous, on ne souhaite pas la mort des gens ici. On veut voir tout le monde en bonne santé, vivant et viable. Donc, lorsque tonton Kassa, votre époux, meurt, la loi dit que les enfants ont 1/4
des biens de leur papa en pleine propriété. Dans les enfants, nous avons les enfants que vous, chère madame, vous avez eus avec votre mari. Donc vos enfants communs. Nous avons les enfants que votre époux avait avant de vous rencontrer. Nous avons les enfants que votre époux a eus lorsqu'il était avec vous, mais avec les Chisa. Nous avons les enfants que votre époux a reconnus, donc les enfants de ses sœurs. Quand la sœur a accouché, le copain a refusé, il a reconnu l'enfant. Donc, les enfants adoptés, adultérins, naturels, tout ce que vous voulez, tous les enfants héritent au même titre. Il n'y a pas de « oh, les enfants de mon mari ». Non! Parce que vous les tantimes, on vous connaît. On n'exclut pas un enfant de la succession. Tout ça là, c'est fini. Tous les enfants sont protégés au même titre. Donc, les 1/4 de la masse qui est réservée aux enfants, tous les enfants du défunt se divisent, se partagent ce quart-là en pleine propriété. Je sais que vous n'allez pas aimer, vous n'aimez pas quand on dit que les enfants de la Chisa font partie des héritiers légaux. Mais c'est comme ça, c'est écrit dans le code civil. C'est écrit là-bas. Par contre, chère madame, les enfants que vous avez emmenés en mariage ne font pas partie de la succession de votre époux. Ces enfants ne peuvent faire partie de la succession de votre époux si et seulement si votre époux a reconnu ses enfants comme les siens. Ce n'est pas parce que vous avez amené un enfant en mariage qu'il a, par exemple, vous êtes venu avec un enfant qui avait 5 ans et que votre époux a élevé l'enfant, il a inscrit l'enfant à l'école. Tant que votre époux n'a pas reconnu cet enfant, parce que cet enfant-là, il a son père. Donc, quand il est héritier de son propre papa. Quand son papa va mourir, il va aller discuter les biens là-bas. Donc, même si vous êtes venu en mariage avec un enfant de 5 ans et que c'est votre époux qui a élevé cet enfant, tant que votre époux n'a pas reconnu cet enfant, au décès de votre époux, cet enfant-là ne fait pas partie des héritiers du tonton en question. Sauf si l'enfant a été reconnu. Ou bien, lorsque nous allons parler du testament, votre époux a pensé à faire un testament ou une donation à cet enfant. Donc, vous les tantines là qui venaient toujours en mode, oui, moi je ne vois pas comment c'est l'enfant de la Chisa qui vient hériter, alors que moi mon enfant, mais toi-même tu dis que c'est ton enfant, ce n'est pas l'enfant de ton époux. L'enfant de la Chisa est l'enfant de ton époux, c'est son sperme qui a produit l'enfant là, moi, est-ce que c'est pas normal? C'est normal, non? Toi, ton enfant là, il a été produit par quelqu'un d'autre qui se balade dans Libreville, qui vit sa best life, qui est tranquille. Donc, lui, il est là-bas et toi, tu veux que ton enfant vienne hériter d'un autre homme alors que lui, il a son propre sang qui vient la Chisa. La logique est où? Donc, vous avez compris cette partie. Ensuite, nous avons 1/4 de la masse qui revient au conjoint survivant. En usufruit veut dire que la loi vous donne une partie des biens en vous disant que ces biens vous appartiennent, vous utilisez juste les fruits. Vous ne pouvez pas vendre le bien ou le donner à quelqu'un. Donc, si on vous dit que votre mari a laissé 3 maisons, une maison pour les enfants, une maison pour le conjoint survivant, chère madame, vous devez seulement habiter dans la maison ou faire louer la maison et prendre l'argent. Mais vous ne pouvez pas vous laisser la même maison là à vos enfants. Donc, notamment les enfants que vous avez eu hors mariage, les enfants que vous avez emmenés à mariage. En tout cas, les enfants qui ne sont pas ceux de votre époux. Parce que vous n'avez pas la propriété, la nue propriété sur le bien, vous n'avez que l'usufruit. J'ai déjà fait toute une vidéo où j'ai expliqué c'est quoi la nue propriété, la pleine propriété et l'usufruit. Mais comme vous ne lisez pas ce qui vous intéresse, c'est Arambu, Penza et Pati, taper je ne sais qui. Les choses qui sont importantes pour vous, ça ne vous concerne pas. C'est quand les gens meurent, maintenant venez. Voici, je peux t'écrire en privé. Ne m'écrivez plus, s'il vous plaît. Ne m'écrivez plus. Allez, on y va. Ensuite, nous avons les pères et mères du défunt. À ceux-là aussi, c'est normal, ce sont les parents du défunt. La loi leur donne 1/4 de la masse successorale en usufruit. Donc, comme le conjoint survivant, ils utilisent le bien
Une fois qu'il meurt, le bien revient tranquillement aux enfants. Les parents ne laissent pas ce bien-là aux autres enfants. C'est l'usufruit. L'usufruit veut dire que tu utilises seulement, tu n'as pas la propriété. Parce que les enfants ont la nue propriété sur les biens qui sont attribués aux conjoints survivants et au père et mère. Seuls les enfants sont héritiers en pleine propriété. Donc les vrais héritiers des parents, ce sont les enfants. Même le conjoint survivant là, c'est... Bon, si j'explique trop là, les mamans vont se fâcher. Avançons. Pour celles qui veulent comprendre, il y a une vidéo sur mon compte YouTube, ma chaîne YouTube Priska Obam. Vous allez comprendre tout là-bas. À côté maintenant, nous avons les collatéraux, donc les frères et sœurs. Les frères et sœurs n'ont dans la succession qu'en l'absence des héritiers légaux, notamment des enfants. Et malheureusement, lorsque un homme n'a pas eu d'enfant et qu'il laisse seulement son épouse, les tantines, ouvrent bien les oreilles. Lorsque un homme n'a pas eu d'enfant avec vous ou avec une autre personne, et qu'il n'y a que vous qui restez, donc même les pères et mères, il n'a pas. Écoutez-moi très bien. Cela ne fait pas de vous l'unique propriétaire des biens de votre époux. Jamais de la vie. En aucun cas, vous n'héritez de votre mari en pleine propriété. Donc vos histoires de « oui, quand je l'ai croisé, il n'avait rien », c'est toujours vous les femmes, vous croisez les hommes n'ont jamais rien. Donc vous avez tout et vous croisez un homme qui n'a rien, vous restez avec lui. Mais cherchez aussi un homme qui a tout comme vous. Vous êtes toujours en mode « j'ai souffert avec lui », donc vous pensez que les hommes ne souffrent pas avec vous. J'ai souffert avec lui, on a d'abord vécu 10 ans ensemble, ensuite on a fait ça, on s'est marié 20 ans plus tard, on a encore vécu 20 ans plus tard, maintenant il meurt, c'est ça. Madame, la loi dit que le conjoint survivant, quelles que soient les équations, quel que soit le degré de votre souffrance, la longévité de votre souffrance, la longueur de votre souffrance, c'est votre affaire. Vous êtes héritier ou héritière en usufruit, point barre. C'est comme ça. Vous n'héritez pas en pleine propriété, que ça vous plaise ou non. C'est comme ça. Donc, lorsque vous avez un époux, vous êtes marié et que votre mari là meurt sans avoir eu d'enfant avec vous, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Parce que, en l'absence des enfants, les frères et sœurs du défunt entrent dans la succession. Donc, la part qui devait revenir aux enfants, la loi donne automatiquement cette part aux frères et sœurs du défunt. C'est logique. Mais moi, je me marie, je n'ai pas eu d'enfant. Donc, c'est mon mari qui va prendre tous mes biens pour aller donner ça à sa famille, à ses frères et sœurs. La mort met fin au mariage. Donc, si je n'ai pas eu d'enfant, ma sœur Obam va hériter de mes biens. Point à la ligne. Ce n'est pas un débat. C'est comme ça. Voilà. Donc, lorsque vous n'avez pas eu d'enfant avec un homme, la loi dit que les frères et sœurs entrent dans la succession et ils ont la moitié des biens en pleine propriété. Donc, les frères et sœurs du défunt, ils ont la moitié des biens en pleine propriété et ils ont encore la nue propriété sur le cas que la loi attribue au conjoint survivant. Donc, en quelque sorte, lorsqu'un homme n'a pas eu d'enfant, ses vrais héritiers légaux sont ses frères et sœurs. Donc, un conseil, si vous êtes marié là et que vous et monsieur n'avez pas eu d'enfant, allez-y prendre un enfant de votre sœur ou de votre frère là-bas. Dites à monsieur que, comme on n'arrive pas à avoir les enfants, viens, on va adopter le petit là. Au moins, quand le tonton va partir, tu vois, non? Vous voyez, non? Il va hériter comme ça. Comme c'est le seul enfant, il aura sa part en pleine propriété. Et c'est comme ça que madame, vous allez aussi avoir pour vous. Ça, c'est les conseils qu'on donne aux gens qui viennent nous payer. Mais comme je vous aime beaucoup, en 2024, on va vous donner les conseils gratuitement. Jusqu'en mars, on donne les conseils gratuits, les techniques. Voilà. Au lieu d'aller adopter un enfant dans un centre, je ne sais pas qu'on ne sait même pas, vous n'êtes pas parenté, adopter un enfant dans votre famille. Au moins, les biens restent dans la famille. Maintenant, on a fini avec la dévolution légale. Donc, mesdames, la dévolution légale est mieux pour vous parce qu'elle vous protège. La dévolution légale est mieux pour vous parce que même si le tonton ne voulait pas vous laisser, c'est bien,
une fois qu'il est décédé, il n'a plus rien à dire. La Bible dit que les morts ne parlent pas, les morts sont morts. Donc, il ne viendra pas dire à la loi que je ne voulais pas laisser tel bien à mon épouse. La loi décide que la maison revient à madame, point barre. C'est comme ça. Donc, la dévolution légale, mesdames, elle est mieux pour vous. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que beaucoup se plaignent là, se disent oh, mon mari ne veut pas faire le testament. Comment convaincre mon mari? Comment parler à mon mari? Depuis que je lui dis de faire le testament, il ne veut pas. Tantine, vous ne connaissez pas le danger du testament. Aujourd'hui, on va tout vous dire. Nous, ici, nous sommes en famille. On dit tout. Maintenant, après, à vous de décider. Vous décidez ce qui vous arrange. Maintenant, nous allons passer aux libéralités. Nous avons dit que les libéralités, c'est un mode de transmission des biens qui permet à une personne de partager, en bon terme juridique, on dit disposer. Mais on va prendre le mot partager. De partager ses biens pendant qu'il est en vie. Parce que la dévolution dont on vient de parler là intervient lorsque vous n'avez pas partagé vos biens de votre vivant. Maintenant, les libéralités permettent à une personne de partager ses biens pendant qu'il est en vie. Dans les libéralités, nous avons deux modes de transmission des biens. Nous avons la donation et le testament. La donation est un acte par lequel, attendez, je vais vous lire, parce que vous là, quand on vient seulement citer, réciter, si vous dites qu'on récite les leçons comme à la fac, donc on est maintenant obligé de vous lire les textes. L'article 819 du Code civil de la République gabonaise, deuxième partie, dispose que la donation entre vifs est un contrat résultant d'une intention libérale par lequel le donateur transfère un droit réel sur un bien à un donateur qu'il accepte sans contrepartie. Donc la donation, en français facile, c'est le fait pour une personne de partager son bien, de donner son bien à une autre personne pendant qu'il est encore en vie. Donc, ce mode de transmission, là, le droit a une libéralité. Donc, on est libre de partager son bien. Donc, ce mode de transmission de bien se fait lorsqu'on est encore en vie et la personne à qui on donne le bien acquiert ce bien pendant que vous-même vous êtes encore en vie. Donc, le droit appelle celui qui donne son bien, le donateur. Comment je vais me... est-ce qu'ils vont me comprendre? En tout cas, retenez que la donation, c'est l'acte par lequel une personne partage ses biens de son vivant et le bénéficiaire aussi acquiert le bien pendant que celui qui donne le bien est en vie. Donc, la loi dit que pour que la donation soit valable, il faut un contrat, premièrement, et le consentement des deux parties. Donc, celui qui donne le bien doit être d'accord de donner son bien et celui à qui on donne doit accepter le bien pendant que le donateur est en vie. Et une chose importante dans la donation, c'est que la donation est irrévocable. Ça veut dire que lorsque vous décidez de donner votre bien à votre enfant, à votre soeur ou à votre frère, vous partez chez un notaire, je veux donner mon terrain à ma soeur, on finit de signer, là vous signez tout le monde si vous êtes d'accord. Ne revenez pas encore pour dire que je récupère mon terrain. Ça ne fonctionne pas comme ça, on ne s'amuse pas avec le scanner des gens, d'accord? Ça c'est la donation. À côté, nous avons ce qu'on appelle le testament. Le testament, c'est un acte par lequel une personne partage son bien de son vivant, mais le bénéficiaire entrera en possession du bien lorsque celui qui donne le bien sera déjà mort et enterré. Donc, la différence entre la donation et le testament, c'est que dans la donation, on te donne le bien, tu l'acquiers déjà, tu commences à l'utiliser pendant que celui qui t'a donné est vivant. Alors que dans le testament, celui qui te donne le bien est en vie, mais tu vas bénéficier du bien, entrer en possession du bien lorsque cette personne est déjà morte et enterrée et qu'il repose auprès du Père en attendant la résurrection. C'est ça le testament. Dans le testament, nous avons 3 formes de testament. En tout cas, 2 formes, mais une forme subsidiaire qui a été ajoutée dans le Code civil.
La première forme de testament, c'est le testament holographe. C'est celui dans lequel vous, propriétaire du bien, vous vous asseyez vous-même. Vous prenez une feuille, vous rédigez. La maison qui est à Kingele, je laisse ça à mon premier fils. Celui que j'ai eu avec Emérancienne, Moussavou, Kombila. La maison qui est au Vendo, je laisse ça à mon deuxième fils que j'ai eu avec Ali Magloire. Hein? Donc, Ali Magloire, on va dire quoi? Non, voilà. Puisque c'est l'homme qui laisse les biens, donc le deuxième enfant, il a eu avec Alima, Tantine Alima. Voilà. Il continue la liste. Le terrain qui est à Libandeng, je laisse ce terrain-là à mon petit-fils. L'enfant de ma troisième fille qui est décédée pendant l'accouchement, que j'ai eu avec Ntsam, Florentine. Donc, c'est ça un testament holographe. La personne elle-même, elle rédige son testament. Une fois qu'elle a fini de rédiger, elle met la date, elle signe. C'est le testament. Elle va dans le notaire, on ferme. Le notaire n'est pas obligé de lire parce que dans le testament, on a même le testament, il y a un testament qu'on appelle le testament mystique. C'est-à-dire que la personne termine de rédiger, elle ferme. Elle peut peut-être dans l'enveloppe et elle va donner au notaire, dire au notaire que ce testament ne sera ouvert que lorsque je vais mourir. Donc, en droit, on appelle ça un testament mystique. Donc, vous allez découvrir ce que le défunt a écrit seulement quand il est mort devant tout le monde. C'est là où le cœur bat. Suivez les films nigériens, ce sont eux qui aiment les testaments mystiques chez eux là-bas. Les cœurs sont en train de battre comme ça. Quand on dit que demain c'est la lecture du testament, chacun va maintenant prier son Dieu. Même ceux qui n'ont jamais prié le bon Dieu là, ils vont faire le jeûne. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le testament authentique. Le testament authentique, c'est celui qui est rédigé par le notaire, mais le notaire rédige ce que le propriétaire des biens lui dit. Donc, moi, je suis notaire et on va dire quoi? Monsieur Ngema Alain vient me voir, il me dit que je veux rédiger un testament. Donc, le notaire dit ok, asseyez-vous. Donc, le notaire prend une feuille et le stylo. Monsieur Ngema est assis devant lui. Monsieur Ngema commence à parler. Tout ce qu'il dit là-bas, le notaire écrit. Le notaire écrit. Il dit ce qu'il est venu faire. Il dit qu'aujourd'hui, il a décidé de partager ses biens à tel et tel et tel et tel et tel. Il parle, le notaire se contente d'écrire. Et quand il vient pour faire ça, il vient avec 2 témoins. Donc, lui-même, Ngema, qui vient faire son testament avec 2 témoins qui sont assis pour écouter et assister. Une fois que M. Ngema a fini de parler et que le notaire a fini de dire exactement ce que M. Ngema a dit, il n'enlève rien, il n'ajoute rien. À la fin, on montre à M. Ngema, il regarde. Ou on lui refait la lecture. Soit lui-même, il va lire, s'il sait encore lire, parce que généralement, les gens font les testaments dans un âge avancé. S'il sait encore lire, il peut encore, il sait lire, mais est-ce qu'il peut encore? On lui montre, il lit. S'il ne peut pas, le notaire va relire. Il écoute. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on efface, on arrange comme il veut, c'est sa volonté. Donc, il faut que ce qu'il a dit, c'est exactement ce que le notaire doit écrire, ni plus ni moins. Et les témoins là sont là pour attester que ce que le notaire a écrit, c'est ce que Ngema a dicté. Une fois que cela a été fait, on donne, maintenant, il signe, tant, tout le monde signe. C'est bon. Bim, on ferme. Chacun rentre, on va maintenant attendre. On va maintenant attendre tranquillement que Monsieur Ngema meure. Mais on n'a pas d'aller tuer quelqu'un, d'aller précipiter sa mort. On attend maintenant. Parce que le testament, on ne l'ouvre, on ne va le lire qu'après la mort du défunt. Et les témoins là sont censés fermer leur bouche. On ne leur a pas dit d'aller dire là-bas que Madame, là où tu es là, est-ce que tu sais que ton mari allait faire le testament là-bas hier? Il a laissé tous les biens à la Chisa. Il a laissé tous les biens aux enfants qu'il avait. Ça ne vous regarde pas. Vous êtes seulement parti pour assister et pour attester que M. Ngema avait dit ça. Lui-même, c'est sorti de sa bouche. Le notaire n'a fait qu'écrire. Donc, retranscrit sa volonté. Fin. Ou transcrit sa volonté. Fin. Ni plus ni moins.
Enfin, nous avons un autre testament que le législateur permet lorsque une personne est mourante. C'est-à-dire que là, la personne est en train de partir, on n'a plus le temps. Donc, on prend 3 personnes. Le tonton là ou la tantine qui est allongée là-bas commence à parler. On note. Il y a 3 témoins. Il dit. Les histoires que vous entendez souvent. Oh, cette dernière volonté. Donc, il a vite parlé. Il y a même d'autres, quand il termine de parler, il est parti. Donc, le testament, là aussi, est valable. Donc, ce testament-là sera apprécié par le conseil de famille. Si les gens contestent, parce que les gens qui vont dire, mais tonton était déjà malade, il ne savait pas ce qu'il disait. Non, il ne pouvait pas laisser la voiture à son fils. Son fils bandit, il ne pouvait pas laisser la voiture à ça. Façon que la tantine là a maltraité tonton. Tonton ne pouvait pas laisser le terrain de Mindoubé. Impossible. Donc, il y a les contestations dans la famille. Tout le monde refuse le testament. À ce moment-là, maintenant, c'est le tribunal qui va trancher. Qui va décider est-ce que ce testament-là, il est bon ou pas. Donc, après avoir expliqué tout ça là, il convient de s'arrêter sur quelque chose qui est très important. Sur une chose très, très, très importante. Dans les libéralités, dans la dévolution légale dont nous avons parlé, il n'y a pas ce qu'on appelle la réserve héréditaire parce que là-bas, la loi a déjà pris soin de repartir elle-même les biens entre les différents héritiers légaux. Donc là-bas, c'est calme. Maintenant, dans les libéralités, notamment la donation et le testament, la loi impose à celui qui veut partager ses biens de son vivant de laisser 50% de ses biens à ses enfants. C'est comme ça, point barre. Donc la loi impose au tonton et la tante qui veut partager ses biens de son vivant de laisser 50% à ses enfants. Maintenant, les autres 50%, s'il veut donner au chat, comme les gens font dans les pays développés, là, qu'il laisse tous ses biens à son chat, c'est son affaire. S'il veut léguer les 50% des biens qui restent à la Chizao, à qui il veut, c'est son affaire. Mais il doit s'arranger à laisser une partie de la moitié de ses biens à ses enfants. Maintenant, s'il rédige un testament dans lequel il n'a pas laissé la moitié des biens aux enfants, malheureusement, ce testament sera contesté. Parce que, en droit, il y a ce qu'on appelle la protection de la réserve héréditaire. La loi prévoit, il y a des dispositions pour protéger cette partie des biens que la loi réserve aux enfants. Parce que, rappelez-vous, les héritiers protégés, seuls les enfants sont les héritiers protégés en matière de biens. Donc, une personne ne peut pas, moi je ne peux pas partager tous mes biens en lésant mes enfants. Ça n'existe pas. Donc, si vous partez donner tous vos biens à votre femme, les tantines, écoutez bien, parce que c'est vous. Lorsque vous savez qu'un homme a eu les enfants en mariage, vous voulez maintenant que le tonton aille rédiger un testament où il vous laisse tous les biens. Ça ne sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien de faire ça. Parce que le testament sera contesté. Donc, même si un homme, sous votre pression, il rédige un testament où il écrit qu'il laisse tous les biens à sa femme, ne vous inquiétez pas, le tonton là l'avait qu'à mourir tranquillement. Allez-y jouer la grande veuve là-bas. Une fois que vous terminez, quand vous vous levez là, rendez-vous au tribunal, on va contester le testament. Et le juge va regarder si la quotité, on appelle ça, on ne dit pas quantité, la quotité c'est la part d'héritage que le défunt était censé laisser à ses enfants. Si ça n'a pas été respecté, le juge va lui-même procéder au repartage. C'est comme ça. Donc si un tonton laisse tous ses biens à son épouse parce que cette dernière ne veut pas que les enfants qu'il a eu hors mariage puissent hériter, le juge va procéder au partage. Il va diviser les biens là, donc il va prendre 50% des biens et donner aux enfants. Maintenant le reste, il va vous donner conformément à la volonté de votre époux. Si votre époux a rédigé un testament aussi où il vous a donné par exemple 70% de ses biens et il a laissé 30% aux enfants, le juge va enlever encore 20% pour ajouter dans la part des enfants. Donc c'est pourquoi vous allez voir que les testaments sont contestés. C'est normal. On ne peut pas léser les enfants au profit d'une veuve ou d'un veuf.
C'est logique. Pourquoi vous trouvez que, oui, mais la loi ne protège pas, le mariage sert à quoi? La loi ne protège pas la... Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, maintenant que vous avez compris comment se fait le partage des biens, nous avons dit d'une part, on a ce qu'on appelle la dévolution légale et d'autre part, on a ce qu'on appelle les libéralités. Maintenant, la prochaine fois, nous allons nous arrêter sur le testament. Chères mesdames, vous qui voulez que vos maris rédigent le testament pour vous protéger, nous allons vous expliquer pourquoi le testament peut être un danger pour vous. Parce que le testament, rappelez-vous, c'est la volonté du propriétaire des biens. Il laisse ses biens à qui il veut. Et c'est à ce moment-là justement qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes se plaisent à laisser leurs biens au Chisa plutôt qu'avec la femme avec qui il a vécu pendant beaucoup d'années. Celle avec qui il a commencé, celle avec qui il a bâti un héritage. À la fin, il préfère laisser les biens qui lui reviennent à la Chisa, à quelqu'un avec qui il a seulement fait 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il oublie la personne avec qui il a passé 40 ans, 30 ans de vie commune. Donc vous allez comprendre pourquoi le testament peut être un danger pour vous. Donc aujourd'hui, on va d'abord s'arrêter à ce niveau. Je vous souhaite une très bonne écoute de la vidéo. Bisous.